Une voiture qui nage, un jet qui a franchi le mur du son, un tricycle si dangereux qu'il a été rayé hors des rues. Des ambitions démesurées aux échecs technologiques profonds, ces véhicules et gadgets n'ont pas seulement été abandonnés. Ils ont été effacés, enterrés et dans certains cas, dissimulés. Préparez-vous à découvrir les 18 véhicules et technologies abandonnés qui ne devraient sans pas exister. Numéro 18. Tragédie du petit tricycle. Quand un rêve censé changer le monde devient une blague, attachez vos ceintures car le Sinclair C5 est le trajet sauvage que personne n'a demandé, mais que tout le monde se souvient. En 1985, le génie britannique de la technologie Sir Clive Sinclair a fait tomber des mâchoires en dévoilant le Sinclair C5, un tricycle électrique pour une personne qui ressemblait à quelque chose sorti d'un dessin animé futuriste. Léger bas et alimenté par batterie, il était censé révolutionner les déplacements en ville. Au lieu de cela, il a échoué durement. Sinclair croyait que l'avenir de la mobilité urbaine était petit électrique et individuel. Mais il a oublié un petit détail. La sécurité. Le C5 n'avait pas de toit à peine de protection et était si bas sur la route que les conducteurs de voitures de taille normale ne le voyaient souvent, n'en voyaient souvent même pas. Ce n'est pas juste risqué. C'est carrément terrifiant. Et ce n'était pas tout. La vitesse maximale, seulement 15 miles par heure. L'autonomie, environ 20 miles par jour. Ajoutez à cela la météo britannique et une pente raide et vous étiez pratiquement bloqué. Les critiques ont foncé. Le public. Pour la plupart, il a ri ou s'est tenu à l'écart. Ce qui avait été annoncé comme l'avenir s'est transformé en une histoire d'avertissement. En quelques mois, la production a été arrêtée. Le Sinclair C5 n'était pas seulement un désastre commercial, il est devenu un symbole de la technologie mal orientée. Alors voici la vraie question. Était-il juste en avance sur son temps ou était-il condamné dès le départ ? Numéro 17. Rêve électrique écrasé. Que se passerait-il si l'avenir de la conduite propre était déjà là, puis disparaissait ? C'est exactement ce qui s'est passé avec le GMEV1, une voiture électrique qui avait le monde en émoi, puis a disparu comme si elle n'avait jamais existé. Entre 1996 et 1999, General Motors a lancé l'EV1, la première véritable tentative de véhicule électrique produit en masse aux États-Unis. Il était élégant, silencieux et entièrement électrique avec zéro émission à l'échappement. Les conducteurs l'adoraient. Les critiques élogieuses. Il était rapide, futuriste et étonnamment amusant à conduire. Les gens n'aimant pas seulement l'EV1, ils en étaient obsédés. Mais ensuite est venu le retournement que personne n'avait vu venir. De nulle part, GM a coupé les vivres. Non seulement ils ont arrêté la production, mais ils ont également commencé à reprendre les EV1 auprès des clients. La plupart ont été écrasés ou cachés. Comme ça, le rêve électrique était mort. La réaction a été instantanée. Les écologistes et vétérans furieux. Des théories du complot ont vu le jour. Le grand pétrole était-il impliqué ? GM avait-il peur du succès de la voiture ? Certains initiés affirmaient que l'entreprise ne voyait tout simplement pas de profit à la maintenir en vie. D'autres disaient que cela menaçait trop le statu quo des voitures à essence. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, le V1 était bien en avance sur son temps. Et au lieu de mener la charge, GM a freiné brutalement. Numéro 16. Disparition à vapeur. Avant les Tesla, avant les voitures gourmandes en essence, avant même que la plupart des gens aient des routes sur lesquelles conduire, le Stanley Steamer brûlait les rues. De 1902 à 1924, cette bête propulsée à la vapeur était la fierté de l'innovation américaine précoce. Mais aussi vite qu'elle a émergé, elle a disparu. Et la raison, elle a été laissée dans la poussière, littéralement. La Stanley Motor Carriage Company ne construisait pas seulement des voitures, il construisait en fait des fusées ce qu'on a sur roues. Ces engins étaient incroyablement rapides pour leur époque. L'un d'eux a même battu un record de vitesse terrestre en 1906, atteignant plus de 127 miles par heure. Fou non. Mais pendant que le steamer se vantait de sa vitesse, il traînait aussi un sérieux bagage. Le temps de démarrage était brutal. Vous deviez attendre 20 minutes juste pour commencer à rouler. Et ne pensez même pas à être en retard, car si la chaudière n'était pas réchauffée, vous n'iriez nulle part. Alors que les moteurs à combustion interne faisaient leur apparition, le charme du steamer s'est estompé. Les voitures à essence étaient plus rapides, à démarrer plus faciles aux Champs-Élysées à ravitailler et soyons honnêtes, beaucoup moins capricieuses. Le sort était scellé. En 1924, Stanley a fermé ses portes définitivement. Alors le Stanley Steamer était-il juste trop compliqué pour son propre bien ? Ou était-il victime d'une course technologique qu'il ne pouvait pas gagner ?
Numéro 15. Déception automobile d'Apple. Disant des milliards de dollars, certaines des esprits les plus brillants de la Silicon Valley. Et pourtant, le projet Titan d'Apple n'a jamais vu le jour. Oui, après une décennie de battage médiatique de secrets et de spéculations, Apple a officiellement abandonné son rêve de voiture électrique. L'entreprise qui a transformé les téléphones en symboles de statut et les montres en entraîneurs de fitness n'a pas pu percer le code des 4 roues. Plutôt fou, non. Le projet Titan devait être le changement de jeu. Une voiture électrique autonome élégante avec tout le polish d'Apple. Mais derrière des portes closes, c'était des montagnes russes de changements de direction, d'objectifs changeants et de délais pour manquer. Certaines années, possible voulait en un véhicule entièrement autonome, d'autres années, c'était juste une voiture électrique de luxe. Au final, ce n'était qu'un vaporware. En 2024, Apple en avait assez. La voiture s'en a été mise au rebut et l'équipe a été chargée de se concentrer sur l'IA générative. Comme ça, le rêve est passé de la voiture la plus intelligente jamais fabriquée à une idée cool. Mais non. Alors pourquoi l'un des géants technologiques les plus puissants du monde a-t-il abandonné? Était-ce trop ambitieux? Trop cher, ou peut-être que la course aux véhicules électriques avançait simplement plus vite qu'Apple ne pouvait conduire. Numéro 14, propriétaire de VE laissé à l'abandon. Il promettait luxe, durabilité et style. Ceux qui l'ont livré, un véritable cauchemar pour ceux qui ont investi. Fisker Automotive a fait son apparition en tant que prochain grand perturbateur des VE. Des designs élégants, des vibrations écologiques et un battage médiatique de célébrités. Il avait tous les atouts d'une étoile montante dans le domaine électrique. Mais derrière la surface brillante, toute l'opération était à peine maintenue à flot. Après des années de ventes hésitantes de retard et de dettes croissantes, Fisker a fait faillite. Et lorsque la faillite a frappé en 2024, cela n'a pas seulement détruit l'entreprise. Cela a laissé des milliers de propriétaires de voitures complètement abandonnés. Pas de pièces, pas de services, pas de soutien. Ce n'était pas juste des voitures d'occasion, c'était des poids lourds high-tech. Des véhicules valant des dizaines de milliers de dollars qui restaient maintenant dans des garages à prendre la poussière totalement inopérable. Certains n'ont même pas pu obtenir des poignées de porte de remplacement, et voici où cela devient vraiment sombre. Beaucoup de propriétaires n'avaient aucune idée que cela arrivait. Un jour, ils circulaient dans leur Ocean Ave. Le lendemain, ils s'efforçaient ça de comprendre comment faire fonctionner la chose sans une entreprise derrière elle. Était-ce un cas classique de trop d'ambition et pas assez d'exécution? Ou Fisker a-t-il simplement tout misé sur un marché qui n'était pas prêt? Numéro 13. Scandale sur 4 roues. À première vue, il semblait être l'avenir propre efficace et prêt à sauver la planète. Mais sous le capot, un scandale qui a secoué le monde automobile. Dieselgate n'était pas seulement un scandale, c'était une trahison mondiale totale. Volkswagen a truqué plus de 11 millions de véhicules avec un logiciel caché qui simulait de faibles émissions lors des tests. Sur la route, ces voitures polluaient bien au-delà des limites légales. Une fois qu'ils ont été pris, les conséquences ont été brutales. Rien qu'aux États-Unis, VW a été contraint de racheter environ 335 000 véhicules. Et au lieu de tous les mettre à la casse, ils ont commencé à les stocker, les garer dans des champs des stades et même des aéroports abandonnés. La vue la plus troublante, un cimetière de voitures de 134 acres à l'aéroport de Victorville en Californie. Des images par drone montraient des rangées infinies de véhicules accumulant la poussière sous le soleil du désert juste là à dépérir. Chacune de ces voitures avait été autrefois commercialisée comme faisant partie de la Révolution verte. Maintenant, elles sont la preuve de la façon dont une marque de confiance a essayé de manipuler le système et a été prise la main dans le sac. Certaines voitures ont été réparées et revendues, mais beaucoup restent enfermées silencieuses, inutiles et entachées par le scandale. Alors voici le suspense. Ces voitures seront-elles un jour vraiment libérées, ou sont-elles des reliques maudites d'une entreprise qui a parié son avenir pour une image propre fausse? Numéro 12. Échec pliable. Il a été annoncé comme la solution parfaite pour les villes encombrées, une voiture qui se pliait comme une valise et se glissait dans les plus petites places de parking. Mais le Eraco Fold n'a jamais vraiment déplié son avenir. Basé sur le concept de voiture de ville futuriste du MIT, le Eraco était censé être le VE urbain ultime. Petit, intelligent et rétractable, il était conçu pour se garer dans un tiers de l'espace d'une voiture normale. L'idée perturbait le trafic urbain, réduire la pollution et avoir l'air cool en le faisant. Ça a l'air élégant, non, mais la réalité, pas même proche.
La technologie était flashy, c'est sûr, châssis pliable, moteur intégré dans les roues et direction joystick au lieu d'un volant. Mais une fois que les gros titres se sont estompés, les fissures sont rapidement apparues. Le projet s'est enlisé dans des retards de production, des finances chaotiques et un manque d'investissement sérieux. Au moment où les prototypes ont atteint les rues, la technologie des VE avait déjà pris de l'avance. Le Heracofold obsolète avant même d'avoir eu une chance de se lancer. Et voici où cela devient un peu louche. Des millions de fonds publics ont été investis dans cette chose, mais les voitures promises jamais livrées. Pas de production de masse, pas de véritable déploiement. Juste quelques prototypes et beaucoup de questions sans réponse. Numéro 11. Cauchemar de la voiture nucléaire. Une voiture alimentée par un réacteur nucléaire. Oui, c'était une idée réelle et elle venait de Ford. Accrochez-vous car le Ford Nucleon pourrait bien être le concept car le plus fou qui n'a jamais pris la route. Dans les années 1950, à l'apogée de l'ère atomique, Ford a fait sensation en révélant le Nucléon, un véhicule futuriste conçu pour fonctionner à l'énergie nucléaire. Pas d'essence, pas de station de recharge, juste un petit réacteur à l'arrière censé lui donner une autonomie allant jusqu'à 8000 km. Sur le papier, cela ressemblait à quelque chose sorti d'une bande dessinée. Pas d'émission, une consommation incroyable. Et tenez-vous bien, le réacteur pouvait être remplacé comme une batterie. En théorie, vous n'auriez qu'à vous rendre dans un centre de service, à insérer une nouvelle cellule nucléaire et à naviguer pendant des mois. Mais voici où cela devient délicat. Mettre un réacteur nucléaire dans une voiture, c'est un tout autre niveau de risque. Un accident, et ce ne serait pas juste un accrochage, cela pourrait être une fusion radioactive. Sans surprise, le Nucléon n'est jamais allé au-delà de la phase du modèle réduit. Aucun prototype fonctionnel, aucun essai routier. Juste une idée audacieuse et bizarre qui était bien en avance sur son temps et beaucoup trop dangereuse pour devenir réelle. Pourtant, le fait que Ford ait même envisagé de mettre l'énergie nucléaire sur roues, c'est une ambition de niveau supérieur. Ou de la folie. Numéro 10. Échec terrestre et maritime. Une voiture amphibie qui pouvait naviguer dans les rues et plonger dans un lac. Ça ressemble à quelque chose sorti d'un film d'espionnage. Mais dans les années 1960, c'était très réel, et cela s'appelait l'Amphicar. Commercialisé comme la voiture qui nage, l'Amphicar promettait le frisson de la liberté terrestre et aquatique. Conduisez-la dans le lac, actionnez un interrupteur et soudain vous naviguez sur l'eau. C'était flashy, amusant et totalement différent. Mais voici le problème, elle n'était pas très bonne dans l'un ou l'autre domaine. Sur Terre, elle manquait de puissance, était lente et encombrante avec seulement 43 chevaux. Et sur l'eau, c'était encore pire. Elle atteignait une vitesse maximale de 7 nœuds, se comportant comme une brique et nécessitant des conditions calmes juste pour rester à flot. Soyons réalistes, ce truc ne glissait pas sur les vagues. Il peinait à les survivre. La nouveauté s'est vite estompée. Environ 3800 unités ont été fabriquées et la plupart sont restées stationnées plus qu'elles n'ont navigué. C'était une voiture qui avait fière allure mais ne pouvait pas livrer là où cela comptait. Pourtant, il faut lui donner du crédit. C'était audacieux, étrange et définitivement inoubliable. Mais à la fin, l'Amphicar était victime de sa propre ambition. Un touche-à-tout qui a échoué sur les deux fronts. Numéro 9. Révolution qui n'a jamais roulé. Lors de son lancement en 2001, le Segway PT n'était pas juste un gadget, c'était un mouvement. Promis comme étant plus grand que l'Internet, cette merveille à deux roues auto-équilibrées était annoncée comme le futur du transport urbain. Mais au lieu de transformer les villes, il a trébuché sur ses propres roues. Les ingénieurs croyaient qu'il remplacerait les voitures, les vélos, même la marche. Avec sa technologie gyroscopique et zéro émission, le Segway était censé être le changeur de jeu. Il avait l'air élégant, futuriste et carrément irréel. Mais le battage médiatique, il s'est rapidement éteint. La réalité a frappé durement. C'était cher, plus de 5000 $. Ce n'était pas pratique, trop encombrant pour l'intérieur, trop lent pour la route. Et soyons honnêtes, en faire un vous faisait paraître plus maladroit que cool. Il est devenu le moyen de transport non officiel des agents de sécurité des centres commerciaux et des touristes. Pas exactement la révolution que les gens avaient imaginée. Même après que la société chinoise Ninebot ait acheté Segway en 2015, les choses ne se sont pas améliorées. Les ventes ont chuté, l'intérêt a disparu. En juillet 2020, l'usine de Bedford, dans le New Hampshire, a fermé définitivement. Le Segway PT, autrefois salué comme le futur, a été officiellement retiré. Alors qu'est-ce qui a mal tourné ? Le monde n'était-il pas prêt ? Ou l'idée était-elle simplement mal orientée dès le départ ? Numéro 8. Une erreur visionnaire.
Vous vous êtes déjà demandé comment une innovation révolutionnaire peut trébucher si durement? Plongeons dans la saga de Google Glass, un appareil qui promettait de révolutionner notre monde, mais qui s'est retrouvé comme un conte d'avertissement dans l'histoire technologique. En 2013, Google a dévoilé Google Glass, une paire de lunettes intelligentes élégantes, équipées d'un affichage tête haute et d'une caméra intégrée. Les passionnés de technologie étaient emballés, imaginant un avenir où la technologie et la vie quotidienne se mêlèrent parfaitement. Mais voici où l'intrigue se complique. Malgré le buzz initial, Google Glass a été confronté à une multitude de défis qui ont conduit à sa chute. Tout d'abord, le prix était exorbitant, 1 500 $, une somme élevée pour la plupart des consommateurs. Mais le véritable problème, les préoccupations concernant la vie privée. La capacité de l'appareil à enregistrer discrètement des vidéos et à prendre des photos sans consentement a suscité l'indignation du public. Des établissements comme des bars et des théâtres ont commencé à l'interdire, craignant la surveillance non autorisée. Et cela ne s'est pas arrêté là. Les utilisateurs ont signalé des problèmes tels qu'une courte durée de vie de la batterie et une fonctionnalité limitée. Le design futuriste de l'appareil, bien qu'innovant, était souvent jugé maladroit et inadapté, rendant les porteurs inconfortablement visibles en public. En 2015, Google a mis fin à la version grand public de Glass. Ils ont tenté un pivot avec l'Enterprise Edition, ciblant des secteurs comme la santé et la fabrication. Pourtant même ce mouvement n'a pas pu sauver sa réputation. En mars 2023, Google a officiellement discontinué la Glass Enterprise Edition, marquant la fin de son parcours tumultueux. Alors que pouvons-nous retenir de cette montagne russe Google Glass nous rappelle que même les innovations technologiques les plus ambitieuses peuvent échouer si elles ne s'alignent pas sur les besoins des utilisateurs et les normes sociétales. Numéro 7. Betamax. Comment une technologie supérieure construite par un géant comme Sony se retrouve-t-elle complètement éclipsée par son rival? Nous parlons de Betamax, le format vidéo original qui aurait dû changer la donne. Mais au lieu de cela, il se retrouve dans le cimetière technologique, juste à côté des disques laser et des ceintures de pagés. Dans les années 70, Sony a lancé Betamax, un format de cassette vidéo de haute qualité qui était clairement en avance sur son temps. Résolution nette, meilleure son lecture, plus stable, il avait tout pour plaire. Mais malgré tout cela, il a été complètement pulvérisé par le VHS. Comment un produit meilleur peut-il perdre la course? Eh bien voici le secret. Le timing, les licences et le bon vieux marketing. Sony a essayé de garder Betamax pour lui tout seul avec une vraie mentalité de contrôle, tandis que JVC a laissé d'autres entreprises monter dans le train VHS. Ce mouvement, un véritable coup de maître. Soudain, les cassettes VHS étaient moins chères, plus disponibles et avaient en des temps d'enregistrement plus longs. C'était comme apporter un couteau à beurre à un combat d'épée. Au moment où Sony a réalisé ce qui se passait, le VHS était déjà présent sur toutes les étagères des salons. Même Hollywood soutenait le VHS. C'était fini. Betamax a lentement disparu tout au long des années 80 et au début des années 2000, il avait pratiquement disparu du marché. Cela vous fait vous demander combien d'autres idées brillantes ont été mises de main de côté simplement parce qu'elles n'ont pas réussi à jouer le jeu. Numéro 6. La déception brillante. Il avait l'air futuriste, semblait à la pointe de la technologie, et lorsqu'il est arrivé sur la scène, les gens pensaient qu'il allait tout changer. Mais tout à coup, il a disparu. Le disque laser était la technologie qui avait tout le glamour. Des disques géants et brillants qui semblaient appartenir à un vaisseau spatial. Lancé à la fin des années 70, c'était le premier format de disque optique commercial. La qualité vidéo bien plus nette que celle du VHS. Et tenez-vous bien, il avait un accès aléatoire, ce qui signifiait pas de retour en arrière ou d'avance rapide. C'était élégant. C'était puissant. C'était en avance sur son temps. Alors qu'est-ce qui a mal tourné? Eh bien voici le hic. Les disques laser étaient en tant qu'énormes comme de grands vinyles. Vous ne pouviez pas enregistrer dessus. Et bien qu'ils aient l'air cool, ils étaient chers tant les disques que les lecteurs. Pendant ce temps, le VHS gagnait les cœurs grâce à son prix abordable et sa commodité. Puis sans prévenir, les DVD ont fait leur apparition à la fin des années 90. Compacts moins chers, enregistrables. Le disque laser n'avait aucune chance. Au début des années 2000, le disque laser était foutu. Et maintenant, c'est juste une relique, peut-être un objet de collection, mais surtout oublié. Numéro 5. La chute soudaine du HD DVD.
Vous vous êtes déjà demandé comment une technologie d'1 milliard de dollars disparaît du jour au lendemain. Pas d'accident, pas d'incendie, pas de scandale. Juste pouf, disparu. C'est exactement ce qui est arrivé au HD-DVD, le format de disque haute définition de Toshiba qui semblait être l'avenir, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Au début des années 2000, le HD-DVD faisait sensation. Toshiba avait de grands partenaires des studios de cinéma majeurs et du matériel en ligne. Il était prêt à devenir le roi de la vidéo à domicile de nouvelle génération. Mais ensuite, en 2008, tout s'est effondré. Vite. Juste comme ça, le Blu-ray se tenait seul sur le champ de bataille. Alors que s'est-il passé ? Comment une technologie soutenue par des géants comme Microsoft, Intel et Universal a-t-elle soudainement perdu face au Blu-ray de Sony ? Eh bien, le changement de jeu a été Warner Brothers qui a changé de camp. Lorsqu'ils ont abandonné le HD-DVD et se sont engagés à fond sur le Blu-ray, cela a eu un effet domino. Les détaillants ont fui, les studios ont changé. Les consommateurs étaient confus et honnêtement un peu déçus. Une minute, le HD-DVD était l'avenir du divertissement et la suivante, c'était des déchets technologiques. Certains soutiennent que le HD-DVD était en réalité le meilleur format moins cher à produire et plus rapide à commercialiser. Alors s'agissait-il d'un combat équitable ou juste de la politique d'entreprise sous un déguisement flashy 17 ans plus tard, les gens tombent encore sur des lecteurs HD-DVD non ouverts dans des magasins de technologie abandonnés ou des friperies comme de étranges fossiles d'une chronologie parallèle. Vous en avez déjà vu un ? Numéro 4. La bataille perdue du Zune. Comment passe-t-on d'une des entreprises d'encoulisse technologique les plus puissantes de la planète à lancer l'un des gadgets les plus oubliables de l'histoire de la musique. C'est l'histoire du Zune de Microsoft, un appareil qui était annoncé comme capable de écraser l'iPod mais qui a finalement disparu discrètement dans l'ombre. En 2006, Microsoft a lancé le Zune comme s'il allait être la prochaine grande chose. Design élégant, partage sans fil, une énorme campagne marketing, il avait tous les ingrédients pour déclencher une révolution musicale numérique. Mais voici le twist. Il n'a jamais vraiment réussi à faire tomber Apple de son trône. Malgré quelques fans fidèles, le Zune était toujours en train de courir après. Il a été lancé après que l'iPod avait déjà dominé et, au lieu d'innover, il a principalement copié ce qu'Apple avait déjà maîtrisé. Et soyons réalistes, nommez votre modèle de couleur marron, Zune, ne criez pas exactement des vibrations cool. En 2011, Microsoft en avait assez. Les ventes étaient faibles, le buzz avait disparu, et le Zune a été officiellement discontinué. Comme ça, un autre gadget ambitieux a rejoint le cimetière technologique. Mais voici où cela devient un peu étrange. Certaines des fonctionnalités du Zune, comme son interface fluide et son modèle d'abonnement musical, étaient en fait en avance sur leur temps. Ça vous dit quelque chose ? Oui, des choses que nous voyons maintenant dans Spotify et Apple Music. Alors le Zune était-il juste mal compris ? Ou était-il condamné dès qu'il a essayé de poursuivre l'influence d'Apple ? Le Zune n'a pas seulement perdu une bataille technologique, il a disparu comme un fantôme d'une époque oubliée. Et aujourd'hui, en trouver un en état de marche ressemble plus à une légende urbaine numérique qu'à la réalité. Fou non. Numéro 3. L'acte de disparition du Palm Pilot. Il fut un temps où sortir un Palm Pilot faisait de vous le chef technologique de la pièce. Des emplois, des contacts, des notes, tout à portée de main, avant même que les smartphones n'existent. Mais maintenant, le Palm Pilot n'est qu'un souvenir poussiéreux dans le cimetière des gadgets. Lancé à la fin des années 90, le Palm Pilot était le premier assistant numérique personnel. Pas de blague, il a révolutionné la façon dont les gens restaient organisés. Les professionnels, les férus de technologie, même les célébrités adorèrent ce style de vie. C'était élégant, intelligent et bien en avance sur son temps. Mais ensuite la courbe a rattrapé. Au milieu des années 2000, le jeu a changé rapidement. Les téléphones ont commencé à devenir plus intelligents. Email, application, calendrier, tout regroupé dans un seul appareil. Palm a essayé de suivre avec des appareils comme le Treo et plus tard le Preux, propulsés par WebOS, mais c'était trop tard. Apple et Android n'étaient pas juste des concurrents, ils étaient une toute autre bête. Malgré sa domination précoce, Palm n'a pas pu se défaire de l'image d'une technologie dépassée. Les gens voulaient de la vitesse du style et une puissance d'application sérieuse, et le Palm Pilot ne pouvait plus livrer. En 2010, HP a acheté la société, mais même cette tentative de retour a échoué. C'est un peu fou, non ? L'un des appareils les plus emblématiques du début de l'ère numérique, réduit à la nostalgie et aux annonces sur eBay. Numéro 2.
Le moment manqué du mini-disque. Vous vous souvenez du mini-disque de Sony? Oui, la plupart des gens ne s'en souviennent pas. À moins que vous ne soyez plongé dans le secteur audio ou que vous viviez au Japon, cette technologie est passée sous le radar. Mais dans les années 90, Sony pariait gros sur le mini-disque pour devenir la prochaine grande chose dans la musique numérique. Spoiler alert, ce n'était pas le cas. Les mini-disques ont été lancés en 1992, conçus pour combiner le meilleur des CD et des cassettes, taille compacte, qualité audio solide, et vous pouviez enregistrer dessus. Au Japon, ils étaient assez populaires. Mais en dehors de cela, c'était une toute autre histoire. Sony a essayé de commercialiser le mini-disque comme l'avenir, mais au moment où les gens en Occident pensaient même à en acheter un, les MP3, c'était déjà glissé et avait volé la vedette. Napster iPod, partage de fichiers. La musique devenait numérique rapidement et les mini-disques ne pouvaient tout simplement pas suivre. De plus, le matériel était cher. Les disques n'étaient pas super faciles à trouver et transférer de la musique un peu encombrant. Cela ne correspondait tout simplement pas à l'ambiance que les gens recherchaient. Au milieu des années 2000, il était clair que le mini-disque ne ferait pas son retour. Sony a officiellement dit adieu en 2013 après des années d'extinction lente. Et maintenant, trouver un lecteur mini-disque, c'est comme apercevoir une licorne lors d'une vente de garage. Les collectionneurs rétro s'en enthousiasment encore, mais pour la plupart d'entre nous, c'est comme si cela n'avait jamais existé. Numéro 1. Le dernier souffle du Zeppelin. Ils régnaient autrefois dans le ciel comme des géants flottants symboles de pouvoir, d'élégance et d'ambition. Le Zeppelin était plus qu'un simple moyen de transport. C'était une vision audacieuse de l'avenir jusqu'à ce qu'un moment de feu fasse tout s'effondrer. Au début des années 1900, les dirigeables rigides comme le Zeppelin étaient à la pointe de la technologie. Ces bêtes à cadre en acier pouvaient en traverser des océans, transporter des dizaines de passagers et dériver dans le ciel avec une majesté silencieuse. Et puis vint le Hindenburg, le joyau de la couronne de l'Allemagne, long de plus de 800 pieds, avec des salles à manger, des salons et une vue incomparable, c'était la définition de la première classe. Mais sous tout ce luxe, un risque. Le 6 mai 1937, alors que le Hindenburg atterrissait à Lakehurst, dans le New Jersey, quelque chose a mal tourné. En quelques secondes, le gigantesque dirigeable a pris feu. L'hydrogène a transformé le ciel en un enfer. Les gens au sol ont regardé avec horreur alors que le puissant vaisseau s'effondrait dans les flammes. Ce désastre n'a pas seulement mis fin à un vol. Presque du jour au lendemain, la confiance du public a été brisée. Le Zeppelin, autrefois fierté des cieux, est devenu un symbole de tragédie. Et alors que la technologie des avions avançait à grands pas, le dirigeable s'est estompé. Trop lent, trop fragile, trop dangereux. Le Hindenburg n'était pas juste un accident, c'était un tournant. Le moment où les rêves de luxe aérien ont rencontré la réalité brutale du risque. Et depuis ce jour, le ciel n'a jamais été le même. Abandonnés, oubliés ou simplement maudits, ces échecs technologiques continuent de nous hanter. Aimez, abonnez-vous et dites-nous lequel était le plus étrange de tous.